Français, situation de la SNCF et ses perspectives. La commission des finances a examiné le mercredi 9 mars 2022 la communication de M. Hervé Morel et Stéphane Sautarel, rapporteurs spéciaux pour les crédits du transport terrestre de la mission écologie, développement et mobilité durable, sur leur contrôle budgétaire concernant la situation financière et les perspectives de la SNCF. Derrière les répercussions de la crise sanitaire se cachent en réalité des difficultés beaucoup plus structurelles de la SNCF et du secteur ferroviaire dont les modèles économiques sont dans l'impasse. Les réformes de 1987, création du réseau ferré de France, et 2014, création d'un groupe ferroviaire intégré incluant SNCF Réseau, n'ont pas enrayé la spirale de la dette et la dégradation financière de la SNCF. Son endettement avait atteint 55 milliards d'euros en 2017. L'État, à travers les modalités de financement des lignes à grande vitesse, LGV, portait une grande part de responsabilité dans cette situation. Aussi, la réforme de 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire était d'elle devenue incontournable, notamment pour préparer la SNCF à la concurrence. Elle a supprimé le statut du cheminot pour les nouveaux recrutements et réorganisé le groupe en société anonyme. Parallèlement, l'État s'est engagé à reprendre 35 milliards d'euros de la dette de SNCF Réseau. Réalisé en 2 temps, cet engagement est pleinement mis en œuvre depuis le 1er janvier 2022 à travers la consolidation du circuit de financement de SNCF Réseau, au moyen des bénéfices générés par SNCF Voyageurs. La réforme entend approfondir la logique d'autofinancement du secteur. Cependant, cette logique induit des relations insatisfaisantes entre les deux filiales tandis que l'indépendance réelle de SNCF Réseau n'est pas garantie. Par ailleurs, plusieurs hypothèses structurantes de la réforme de 2018 sont aujourd'hui remises en cause, la principale étant le dynamisme et la profitabilité du TGV. Le total des concours publics perçus par la SNCF a dépassé 17 milliards d'euros en progression de 25% depuis 2015. Ces transferts en provenance de l'État ont affiché une relative stabilité. Ceux des collectivités locales se sont appréciés de 45%, plus 30% pour les contributions d'exploitation versées à SNCF Voyageurs. Dans les années à venir, les perspectives financières de la SNCF et plus particulièrement de SNCF Réseau reposent sur des projections d'augmentation des péages insoutenables pour les régions et des anticipations des bénéfices de SNCF Voyageurs très hypothétiques. Avant la crise, la situation financière de la SNCF présentait d'évidentes fragilités concentrées sur son cœur d'activité ferroviaire. L'atteinte des engagements de retour à l'équilibre financier pris par le groupe SNCF est incertaine et dépend largement des performances de filiales extérieures aux activités principales du groupe, au premier rang desquelles Geodis et Keolis, par le rapport en cash, en marge opérationnelle et en termes de désendettement. Ces sociétés contribuent à masquer les difficultés financières que connaît la SNCF. En 2021, ces deux seules filiales représentent 50% du chiffre d'affaires et 37% de la marge opérationnelle du groupe SNCF. La maîtrise de la dette de la SNCF, qui reste par ailleurs à 26 milliards d'euros, après la reprise de 35 milliards d'euros par l'État, demeure un objectif très incertain. L'amélioration des perspectives financières de la SNCF passera nécessairement par une augmentation très significative de sa compétitivité. Les dernières données publiées par l'IRG Rail révèlent qu'elle est aujourd'hui nettement inférieure à celle de ses homologues européens. Le coût des services conventionnés TER, Transilien, Intercité est le plus élevé en Europe. Ce constat est particulièrement prononcé sur l'activité TER, avec des coûts de roulage supérieurs de 60% à l'Allemagne. Cette situation tend à s'aggraver puisque entre 2006 et 2018, les contributions des régions au TER ont augmenté de 92% en France, tandis qu'elles ont baissé de 34% en Allemagne. Après l'électrochoc provoqué par le rapport Rivière de 2005 qui a mis en exergue
l'état de dégradation dramatique du réseau, les investissements dans la régénération des infrastructures ont augmenté. Cependant, depuis 2016, et alors qu'ils demeurent très inférieurs aux besoins, ces investissements stagnent en euros courants et donc décroissent en euros constants. Une telle trajectoire que le projet de contrat de performance de SNCF Réseau promet de poursuivre conduira à une dégradation de l'état des infrastructures. Les rapporteurs spéciaux ne peuvent se résoudre à une telle perspective et appellent à porter l'effort annuel à au moins 3,8 milliards d'euros pendant 10 ans, soit une augmentation de 1 milliard d'euros par an. Le réseau ferroviaire doit également être modernisé. Cette modernisation passe par deux programmes principaux. La commande centralisée du réseau doit se traduire par la création de tours de contrôle pour centraliser la régulation des circulations. C'est un levier d'efficience considérable. Son déploiement permettrait de remplacer les 2200 postes d'aiguillage actuels par une quinzaine de tours de contrôle et pourrait permettre de réaliser des gains de performance à hauteur de 40% dès 13 000 emplois de gestion de la circulation. L'ERMTS est un système de signalisation de nouvelle génération interopérable au niveau européen et permettant de réduire l'espacement entre deux trains et donc d'augmenter la cadence du trafic. Contrairement aux pratiques de nos partenaires européens, les rapporteurs spéciaux s'étonnent qu'aucune véritable programmation ni aucun modèle de financement sérieux n'ait été prévu en France pour déployer ces programmes, notamment dans le contrat de performance de SNCF Réseau. Cette situation n'est pas tenable. Elle prive le gestionnaire d'infrastructures de perspectives de gains de productivité et accroît le retard déjà phénoménal de la France dans ce domaine. Notre pays est devenu un frein au développement de l'espace ferroviaire européen. Les investissements supplémentaires nécessaires pour réellement régénérer et moderniser notre réseau sont certes importants, mais ils doivent être relativisés au regard de leurs bénéfices socio-économiques qui pourraient atteindre les 10 000 milliards d'euros annuels. La situation financière du gestionnaire d'infrastructures est historiquement déséquilibrée. Elle constitue depuis des décennies le point noir du modèle économique ferroviaire. Alors que son mode de financement, très dépendant des péages ferroviaires, le rend extrêmement vulnérable aux chocs conjoncturels, sa situation financière présente des déséquilibres structurels profonds, une marge opérationnelle et une capacité d'autofinancement très insuffisante pour couvrir ses investissements. La reprise de 35 milliards d'euros de sa dette par l'État doit contribuer à améliorer sa situation en allégeant le poids de ses charges financières devenues insoutenables. Cette mesure ne suffira pas à assurer la viabilité financière structurelle de SNCF Réseau, viabilité qui repose de fait sur des hypothèses d'augmentation des péages ferroviaires qui affecteraient négativement l'offre ferroviaire et pourrait ainsi se révéler contre-productive. SNCF Réseau est moins performant que ses homologues européens. Alors que sa productivité a stagné depuis 20 ans en France, 3 fois plus d'agents sont nécessaires pour faire circuler un train qu'ailleurs en Europe. Aussi, SNCF Réseau se doit-il de réaliser des gains de productivité considérables. Ces modes de fonctionnement, encore ancrés dans l'histoire des infrastructures ferroviaires, doivent être profondément revus. Il est symptomatique que SNCF Réseau ne dispose toujours pas à ce jour de comptabilité analytique. Au-delà des seules économies réalisées sur les fournisseurs, SNCF Réseau doit enfin réaliser de véritables gains de productivité industrielle. La documentation et le suivi de l'exécution de ces objectifs de performance doivent être plus rigoureux, plus fiables et plus systématiques. Exposé à la concurrence affectée par la crise, les perspectives de SNCF Voyageurs, qui est dans le modèle actuel le principal financeur des infrastructures ferroviaires, sont préoccupantes. Elles s'avèrent fragiles et incertaines, notamment en raison des risques pesant sur le rebond de l'activité grande vitesse et de la perte structurelle de la clientèle d'affaires, qui pourrait atteindre voire dépasser les 20%. Pourtant, les régions et Île-de-France Mobilité ont été une vraie bouée de sauvetage financière pour SNCF Voyageurs pendant la crise.
Elles ont assumé l'essentiel du déficit d'exploitation des services conventionnés TER et Transilien. Plusieurs risques structurels pèsent sur les perspectives financières de SNCF Voyageurs. Son déficit de compétitivité qui la handicape dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, l'explosion de sa dette depuis le début de la crise, l'effondrement de ses investissements ou encore le poids croissant des péages qui pose la question de leur soutenabilité à moyen et long terme. Ces différents risques pourraient affecter les perspectives de croissance et la compétitivité de l'opérateur, alors que l'activité TGV est le moteur financier du secteur ferroviaire et que 60% du résultat de SNCF Voyageurs finance SNCF Réseau et la régénération du réseau. Une dégradation durable de la santé financière de SNCF Voyageurs risquerait de faire dérailler le système tout entier. Structurellement dégradée, la situation financière de Fret SNCF dépend des aides allouées par l'État au fret ferroviaire, en particulier à l'activité de wagons isolés. 56 millions d'euros annuels pour Fret SNCF. Pour la première fois depuis de très nombreuses années, la marge opérationnelle et le cash flow libre de Fret SNCF ont été positifs en 2021. Cette nouvelle encourageante, permise à la fois par les efforts de productivité de la société et par les nouvelles aides attribuées par l'État, devra être confirmée. En 2020, la dette de Fret SNCF a été intégralement reprise par la société mère du groupe, une décision qui fait l'objet d'un recours et constitue un risque important pour les perspectives financières de la société. L'ancienneté de son matériel roulant pèse sur la rentabilité et la compétitivité de la société et va la conduire à engager des opérations de renouvellement d'envergure et de lourdes dépenses d'investissement au cours des prochaines années. L'optimisation de la disponibilité et de la fiabilité de son parc de locomotives sera un enjeu majeur pour Fret SNCF dans les années à venir. Les rapporteurs considèrent que la logique du modèle de financement du secteur n'est plus adaptée aux enjeux de développement de la mobilité ferroviaire en lien avec les engagements climatiques. Un modèle de financement qui fait dépendre la situation et les perspectives financières de SNCF Réseau ainsi que le renouvellement des infrastructures ferroviaires des bénéfices de SNCF Voyageurs et du TGV n'est ni sain ni viable et les conséquences de long terme de la crise sur la profitabilité de la grande vitesse pourraient en affecter l'équilibre. Le coût disproportionné des péages par rapport à nos voisins constitue un frein majeur au développement du ferroviaire. Les rapporteurs spéciaux considèrent qu'il n'est ni raisonnable ni réaliste de faire dépendre le rééquilibrage financier de SNCF Réseau sur une inflation considérable des péages acquittés par les régions sous les services TER dans les années à venir. Un maintien du statu quo conduirait à devoir rationner l'offre et la demande ferroviaire en contradiction évidente avec les engagements environnementaux de la France. Pour éviter une telle issue et relancer véritablement la mobilité ferroviaire, il recommande de remettre à plat le mode de financement du réseau en s'inspirant des modèles en vigueur chez la plupart de nos partenaires européens, en révisant les équilibres financiers entre l'État, les régions et la SNCF dans la perspective de diminuer les péages. Alors qu'elle souffre de la comparaison avec ses homologues, en particulier s'agissant des coûts d'exploitation des services conventionnés, la SNCF doit réaliser d'importants gains de productivité. Le Parlement lui a ouvert la voie en votant la suppression du statut de cheminot. Cette mesure améliorera structurellement la compétitivité de l'opérateur, mais ses effets seront progressifs. Aussi est-il désormais nécessaire que la SNCF actionne tous les leviers sur lesquels elle a la main pour engranger des gains de productivité. Cela passera d'abord par une amplification de sa trajectoire de baisse d'effectifs, nécessaire pour résorber des situations de sureffectifs récurrentes. Par exemple, dans les ateliers de maintenance, elle devrait être portée à au moins 2% par an, pour réaliser des économies d'au moins 1 milliard d'euros d'ici 2026. La SNCF devra aussi optimiser
une organisation du temps de travail beaucoup trop rigide. Définie par un accord collectif de 2016, dont les surcoûts annuels pour le groupe sont estimés à 200 millions d'euros, ce cadre ne lui permet pas de rivaliser avec ses concurrents. C'est pour cette raison que SNCF Voyageurs crée des filiales ad hoc pour répondre aux appels d'offres des régions. Cette situation ne peut pas durer et pour faire évoluer ce cadre, la SNCF devra, contrairement à la voie qu'elle a prise en octobre 2020, s'engager dans une profonde décentralisation de sa négociation collective afin d'adapter l'organisation du temps de travail à chaque activité. Le manque de polyvalence de ces agents génère des surcoûts de 350 millions d'euros par an pour la SNCF. Aussi, celle-ci doit être développée de même que l'externalisation. Dans le même temps, la SNCF doit amplifier la révision de sa politique tarifaire pour l'orienter résolument vers l'attractivité et la transparence. Alors qu'il affiche des objectifs ambitieux en termes de report modal, l'État ne donne pas au système ferroviaire les moyens de les atteindre. Au mieux, ce dernier manque cruellement de visibilité sur les engagements financiers pluriannuels de l'État insuffisants du contrat de performance de SNCF Réseau. Quant au pire, il n'a pas à subir les renoncements sur le financement du réseau des infrastructures de fret ferroviaire, du développement des intercités et des trains de nuit, de l'aménagement ferroviaire au territoire, etc. et autres injonctions contradictoires. Objectifs financiers fixés à SNCF Réseau sont prévoir la modernisation des infrastructures du gouvernement. Le plan de relance du ferroviaire a surtout permis en réalité de sauver provisoirement un programme de renouvellement du réseau déjà beaucoup trop limité et de financer des mesures qui avaient été imposées par l'État à la SNCF. Interdiction de l'usage du glyphosate sur et aux abords des voies, rénovation des ouvrages d'art, des ouvrages de terre ou encore intégration de 14 petites lignes au réseau structurant, la reprise de 35 milliards d'euros, la dette de SNCF Réseau, aussi indispensable soit-elle, venait surtout solder a posteriori l'historique de déficit d'investissement de l'État dans ces infrastructures. Le déficit d'engagement financier dans les infrastructures ferroviaires est manifeste. Les graves manquements du projet de nouveau contrat de performance de SNCF Réseau en sont la parfaite illustration. C'est peu dire que le nouveau contrat de performance entre SNCF Réseau et l'État, qui devrait être la pierre angulaire du système, était très attendu. Prévu en 2020, il a été annoncé plusieurs fois en 2021 avant finalement d'être reporté à 2022. Le projet actuel ne répond absolument pas à ces attentes. À l'instar de son prédécesseur, Mornay, il apparaît comme une nouvelle occasion manquée et fait courir un risque majeur à nos infrastructures et aux perspectives de développement de la mobilité ferroviaire. Il ne porte aucune vision stratégique et industrielle, multiplie les renoncements, prévoit des investissements de renouvellement notoirement insuffisants sans intégrer les enjeux du Green Deal, fait l'impasse sur la modernisation du réseau et sans intégrer les enjeux du Green Deal, fait l'impasse sur la modernisation du réseau et fonde l'hypothétique retour à l'équilibre de SNCF Réseau sur une trajectoire d'augmentation des péages manifestement insoutenable. Il doit impérativement être corrigé. L'État pêche aussi par l'insuffisance de sa politique d'aménagement du territoire. Son désengagement manifeste du finissement des petites lignes ne permettra pas d'atteindre les objectifs de renouvellement que le rapport Philizot avait fixés à l'horizon 2028. Si d'un côté l'État annonce des objectifs ambitieux en matière de développement, des trains d'équilibre du territoire, de jour comme de nuit, les financements ne suivent toujours pas. Il est temps que l'État passe de la parole aux actes, clarifie et fixe sa stratégie pour y consacrer les moyens nécessaires. Les rapporteurs spéciaux sont convaincus que l'ouverture à la concurrence est une chance pour le secteur ferroviaire français et qu'elle constituera un aiguillon pour stimuler les gains de performance de la SNCF. Elle doit générer un cercle vertueux financier qui rendra le système ferroviaire
économiquement plus viable. Toutefois, en France, celle-ci se heurte encore à de nombreux obstacles qui soient du ressort de l'État ou de la SNCF, ils doivent être levés. Les interrogations persistantes, y compris du régulateur, quant à l'indépendance véritable du gestionnaire d'infrastructures ne sont pas le moindre de ces obstacles. L'organisation actuelle du groupe ferroviaire intégré, qui comprend en son sein l'opérateur de transport historique SNCF Voyageurs et le gestionnaire d'infrastructures SNCF Réseau, sous la direction d'une même entité, ne présente pas, selon les rapporteurs spéciaux, les garanties suffisantes. Ils rejoignent la position de l'Autorité de régulation des transports, ART, qui considère que SNCF Réseau ne dispose pas des moyens financiers et de gouvernance propres à garantir la bonne réalisation en toute indépendance de ses missions. Et il n'est pas souhaitable que des représentants de la société mère du groupe SNCF soient membres du conseil d'administration de SNCF Réseau. En outre, le financement de SNCF Réseau par une part des résultats de SNCF Voyageurs n'est pas de nature à assurer son impartialité aux yeux des opérateurs alternatifs. Aussi, pour concrétiser l'ouverture à la concurrence sur le marché français, les rapporteurs spéciaux considèrent-ils que SNCF Réseau doit être rendu réellement indépendant de l'opérateur de transport historique en le sortant du groupe SNCF comme cela s'est fait dans le secteur de l'électricité. À la fois critiqué, mais aussi aimé de nos concitoyens, qui lui portent un réel attachement, la SNCF occupe une place à part dans la vie et l'imaginaire des Français. Elle est également au cœur des préoccupations des pouvoirs publics avec lesquels elle entretient des relations étroites. Sa situation financière déficitaire interpelle et agace nos concitoyens contribuables qui s'interrogent quant à savoir si la SNCF retrouvera un jour une situation financière équilibrée. Depuis 2 ans, la crise sanitaire, aussi violente soit-elle pour le transport de voyageurs, a eu tendance à servir de justificatif aux difficultés récurrentes et structurelles de la société. La réalité est en fait bien différente. Le cœur de métier de la SNCF reste dans une situation financière très délicate. Les espoirs de retour à l'équilibre financier du groupe dépendent des performances de filiales extérieures à son activité principale, au premier rang desquelles Geodis et Keolis qui ont tendance à masquer les difficultés financières de la SNCF. La compétitivité de la SNCF reste nettement inférieure à celle de ses concurrents. Le modèle économique de SNCF Réseau est quant à lui dans l'impasse. Sa situation financière est structurellement déséquilibrée et ses objectifs de retour à l'équilibre supposent une augmentation non soutenable des péages acquittés par les opérateurs et les régions ainsi qu'un rationnement de ces investissements dans les infrastructures. Par ailleurs, du fait d'un fonctionnement et d'une organisation encore largement empreint des lourdeurs du passé, SNCF Réseau souffre de la comparaison avec ses homologues européens et n'a toujours pas entrepris de véritables gains de productivité et il fait porter l'essentiel de ses économies sur ses fournisseurs. Sa productivité stagne depuis 20 ans et la circulation d'un train en France requiert 3 fois plus d'argent qu'ailleurs. Le déficit de performance de SNCF Réseau, ses profonds déséquilibres financiers et l'impasse de son modèle économique se répercutent sur l'état très inquiétant des infrastructures ferroviaires français. Alors que l'âge moyen du réseau national, 29 ans, reste nettement plus élevé qu'ailleurs en Europe, 17 ans en Allemagne, et qu'il souffre d'un déficit de performance manifeste. Les investissements consacrés à sa régénération sont notoirement insuffisants. Au-delà de sa régénération, la modernisation du réseau national est un enjeu fondamental. Les rapporteurs spéciaux s'étonnent qu'aucune véritable programmation ni aucun modèle de financement sérieux n'a été prévu en France pour développer les programmes
de commande centralisée du réseau. Cette situation prive le gestionnaire d'infrastructures de perspectives de gains d'efficience considérables. Elle promeut aussi d'accroître le retard déjà phénoménal de la France dans ce domaine. Notre pays devient un frein au développement de l'espace ferroviaire européen. Il est regrettable que l'État place si souvent la SNCF devant des injonctions contradictoires. Le refus de consacrer des financements au déploiement d'un programme tel que la CCR, gisement considérable de gains de productivité conjugués aux objectifs de performance fixés à SNCF Réseau, en est un exemple manifeste. Face aux difficultés rencontrées par la SNCF et le modèle ferroviaire français en général, l'État a abandonné toute vision stratégique. D'ailleurs, lorsqu'il affiche des objectifs de développement de la mobilité ferroviaire, comme par exemple dans la stratégie nationale bas carbone, ceux-ci se retrouvent balayés par des engagements contradictoires. Le projet de nouveau contrat de performance de SNCF Réseau en est la démonstration la plus flagrante. Celui-ci ne porte aucune vision stratégique et industrielle, multiplie les renoncements, prévoit des investissements de renouvellement notoirement insuffisants, fait l'impasse sur la modernisation du réseau et les enjeux du Green Deal européen, fonde l'hypothétique retour à l'équilibre de SNCF Réseau sur une trajectoire d'augmentation des péages manifestement insoutenable. Ces incohérences desserrent profondément la viabilité économique d'un modèle ferroviaire appelé à être le fer de lance de l'effort de décarbonation des transports. L'État pêche aussi par l'insuffisance de sa politique d'aménagement ferroviaire du territoire. Son désengagement du financement des petites lignes ne permettra pas d'atteindre les objectifs de renouvellement que le rapport Philiso avait fixés à horizon 2028. S'agissant des promesses de développement des trains d'équilibre du territoire de jour comme de nuit, les financements ne suivent toujours pas. Dépendant de la bonne santé du TGV fondée sur une logique d'autofinancement du ferroviaire devenu irréaliste, compte tenu notamment de l'ampleur des objectifs de report modal fait de relations ambivalentes entre le gestionnaire d'infrastructure et l'opérateur historique reposant sur un système de péage très élevé, le modèle de financement du secteur ferroviaire est dans l'impasse. Le niveau des péages ferroviaires et leur perspective d'évolution des années à venir est devenu insoutenable. Pour les régions, et constitue une barrière à l'entrée du marché français. Devant ce constat d'un déficit de performance, de déséquilibre financier récurrent, et alors que la gouvernance et les circuits de financement actuels du secteur sont incompatibles avec une ambition de développement de la mobilité ferroviaire à la hauteur de nos engagements climatiques, les rapporteurs spéciaux ont acquis la conviction qu'il est urgent d'agir pour remettre la SNCF sur rail. Depuis la création le 31 août 1937 et jusqu'à la réforme de 1997, la Société nationale des chemins de fer français est en charge du réseau ferroviaire national et de son exploitation. Elle se constitue en établissement public à caractère industriel et commercial à partir de 1983, avec pour actionnaire majoritaire l'État. Dans le cadre de la directive européenne 91/440 CCE du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires et dans un contexte d'endettement croissant du groupe SNCF, la loi du 13 janvier 1997 crée l'EPIC Réseau ferré de France, auquel est transférée la gestion du réseau ferroviaire. Le transfert de la propriété des voies et de la dette ayant servi à leur financement à RFF a permis d'alléger l'endettement de la SNCF à 20 milliards d'euros. Cependant, le cantonnement de la gestion du réseau et de son encours de dette n'a pas permis d'endiguer le mouvement d'endettement constaté depuis la création du groupe. Au contraire, la dette d'infrastructure double entre 1947 et 2014.
Elle est évaluée à 40 milliards d'euros en 2014. Cette hausse s'explique principalement par le sous-investissement de l'État dans son réseau ferroviaire dans un contexte de multiplication des lignes à grande vitesse, de dépendance de RFF aux activités de la branche infrastructure de la SNCF, symptomatique de l'échec de la réforme de 1987 et de dégradation continue du réseau ferroviaire national. De la fin des années 2000 au milieu de la décennie 2010, le développement de nouvelles lignes à grande vitesse s'est fortement accéléré. Le schéma national des infrastructures de transport, élaboré en 2011, comportait 14 projets de nouvelles LGV. 4 de ces projets ont été réalisés au prix d'un accroissement considérable de la dette du gestionnaire d'infrastructure. La deuxième phase de la LGV Est, la LGV Bretagne-Pays de la Loire, la LGV Tours, Bordeaux et la LGV Nîmes-Montpellier. Dans un rapport publié en 2014, la Cour des comptes a démontré à quel point les coûts de construction des LGV ont augmenté, passant de 4,8 millions d'euros par kilomètre pour la ligne Paris-Lyon à 26 millions d'euros par kilomètre pour la ligne Sud Europe-Atlantique, Tours-Bordeaux, dont le coût total s'est élevé à 8 milliards d'euros. Dans ce même rapport, la Cour des comptes constatait que le modèle mis en place en 1987 induisait une relation déséquilibrée entre les deux épiques et limitait considérablement l'autonomie réelle de RFF. En pratique, RFF devait déléguer nombre de ses principales missions à la SNCF, dont le fonctionnement et l'entretien des infrastructures techniques, la sécurité ou encore la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau. Le coût tarifaire de ces activités était régulièrement revalorisé et la délégation de missions ne permettait pas au groupe de gagner en compétitivité. Ainsi, RFF était rendu dépendant des performances de la SNCF. La Cour des comptes notait que les redevances de la SNCF pour RFF avaient souvent été sous-estimées. Au regard de sa capacité contributive, une des manifestations de la relation déséquilibrée entre les deux épiques. L'audit réalisé par l'École polytechnique de Lausanne et publié en septembre 2005, dit rapport Rivier, avait dressé le constat accablant d'une dégradation chronique du réseau ferroviaire depuis les années 1980. Le contrat de performance de RFF pour 2008 à 2014 et le grand plan de modernisation du réseau de 2013 ont répondu en partie aux enjeux de rénovation des voies en industrialisation et la politique de maintenance. Cependant, le besoin de modernisation du réseau a été laissé de côté. Aujourd'hui encore, cet enjeu est négligé et le réseau français accumule retard et performances sous-optimales. Sur le plan financier, les travaux de rénovation se révèlent anormalement onéreux, puisque le coût de renouvellement des voies a augmenté de 31% entre 2010 et 2017, contre une hausse moyenne de 5% de l'indice général des travaux publics. Cette différence s'explique notamment par une mauvaise maîtrise des charges de personnel. Si le transport de voyageurs connaît un regain dans les années 2000, la situation financière de RFF n'est plus tenable. Ces charges ont considérablement augmenté suite au développement des lignes à grande vitesse et dans le cadre des travaux de rénovation des voies, sans qu'ils disposent de ressources suffisantes pour les couvrir. L'endettement croissant du gestionnaire d'infrastructures et la hausse de ses frais financiers ont amené les pouvoirs publics à questionner le modèle à deux épiques. La loi du 4 août 2014 porte réforme ferroviaire revient sur la réforme de 1987. Elle crée un groupe public ferroviaire unifié avec 3 EPIC au rôle distinct. SNCF à la tête du groupe SNCF Mobilité,
l'opérateur de transport et SNCF Réseau. Le gestionnaire d'infrastructures unique est désormais de plein exercice. Cette réforme structurelle devait permettre de maîtriser la dette du groupe et d'accompagner la SNCF dans la perspective de l'ouverture à la concurrence des espaces ferroviaires européens. Mais malgré un contexte alarmant d'emballement d'une dette devenue colossale, 55 milliards d'euros détenus à 80% par SNCF Réseau, et de charges d'intérêt proprement insoutenables, 1,3 milliard d'euros pour SNCF Réseau à lui seul. Les outils de maîtrise de la dette prévus par la loi de 2014 seront rendus effectifs très tardivement. La règle d'or censée mettre un terme à l'emballement à la dette du gestionnaire d'infrastructure est désormais codifiée à l'article L. 2111-10-1 du Code des transports, n'est-elle instaurée par décret que le 30 mars 2007. Elle prévoit que le PIC SNCF Réseau ne peut pas contribuer à des projets de développement dès lors que le ratio de son endettement net sous sa marge opérationnelle dépasse un seuil fixé par voie réglementaire. La loi du 4 août 2014 entend également renforcer la gouvernance du groupe et le pilotage par l'État du gestionnaire d'infrastructure. Aussi, en application des normes européennes, prévoit-elle l'élaboration d'un contrat de performance pluriannuel pour SNCF Réseau. Ce contrat, aux insuffisances multiples et dont les trajectoires financières étaient irréalistes, ne sera signé qu'en 2017 pour la période 2007 à 2026. La réforme de 2014 porte l'objectif d'un autofinancement de SNCF Réseau par la voie de gains de productivité, de péages ferroviaires élevés et le versement annuel d'une part de bénéfices dégagés par SNCF Mobilité. La réforme de 2014 a considérablement élargi les missions et les compétences du régulateur. Elle associe beaucoup plus étroitement l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, ARAFER, au suivi financier du secteur. L'autorité veille ainsi au respect de la trajectoire financière de la SNCF Réseau, suit les conditions de financement de ses projets d'investissement et émet des avis conformes sur la tarification de l'ensemble des composantes de l'infrastructure. L'autorité est consultée pour rendre des avis consultatifs sur les contrats conclus entre l'État et la SNCF, les concours financiers apportés à SNCF Réseau ainsi que sur son budget prévisionnel. Enfin, la réforme de 2014 a séparé les fonctions de poursuite et d'introduction au sein de l'autorité. La loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, l'ordonnance du 3 juin 2019 et ses décrets d'application prévoient la transformation au 1er janvier 2020 des 3 EPIC existants en nouvelle organisation composée de 5 sociétés anonymes. SA, la SNCF, société anonyme à capitaux publics, détenue à 100% par l'État, et la holding du groupe. Détenue par la SA SNCF, SNCF Voyageurs regroupe les différentes entreprises ferroviaires de transport de voyageurs du groupe. SNCF Réseau, également détenue par la société mère SNCF et le gestionnaire d'infrastructure. Fret SNCF a le statut de société par action simplifiée SAS. Est également une filiale de la SA SNCF. Enfin, Gare et Connexion est une filiale de SNCF Réseau qui gère et exploite les gares. L'enjeu du nouveau pacte ferroviaire est d'améliorer la compétitivité de la SNCF dans un contexte d'ouverture du marché domestique de transport de voyageurs à la concurrence en application des dispositions du 4e paquet ferroviaire européen, présenté en annexe 1. Le nouveau pacte ferroviaire vise aussi à créer un système ferroviaire autoporteur financièrement. Pour cela,
Il entend notamment réformer les relations qu'entretiennent l'État et la SNCF. Cette réforme s'est notamment appuyée sur certains des constats et des conclusions du rapport sur l'avenir du transport ferroviaire du 15 février 2018, dit rapport Spénit. Le nouveau cadre juridique suppose la conception et le suivi d'un plan stratégique établi par les organes de gouvernance du groupe. L'une des vocations de la réforme est de responsabiliser davantage le management de la SNCF. La réduction de la taille de son conseil d'administration est censée lui conférer une plus grande agilité. Cette nouvelle organisation devait également se traduire par une meilleure gestion tandis qu'elle impose des règles financières plus rigoureuses. Cette nouvelle gouvernance porte néanmoins en elle le risque de l'émergence d'un système en silo, générant un manque de coordination entre les différentes composantes du groupe. Les rapporteurs spéciaux ont pu constater que localement, de plus en plus souvent, ce sont les régions, fortes de leur vision globale du service, qui participent à la coordination et à fluidifier la circulation de l'information entre les différentes entités du groupe SNCF. Un des principaux acquis de la réforme, l'extinction du statut de cheminot pour un nouveau recrutement à compter de 2020 permettra d'améliorer la compétitivité coût de la SNCF. Pour prévenir la reconstitution d'une dette que l'État s'est engagé à reprendre à hauteur de 35 milliards d'euros, la réforme de 2018 prévoit de renforcer la règle d'or, qui doit protéger SNCF Réseau en marge de la réforme parce que la dette de la SNCF était devenue insoutenable, qu'elle obérait toute possibilité d'amélioration financière du groupe et qu'elle était incompatible avec le nouveau statut de société anonyme de SNCF Réseau. L'État a pris l'engagement de reprendre 35 milliards d'euros. Cette reprise totalement effective depuis le 1er janvier 2022 s'est effectuée en deux temps. 25 milliards d'euros en le 1er janvier 2020, puis 10 milliards d'euros au 1er janvier 2022. Les rapporteurs spéciaux rappellent que cette dette avait été accumulée en raison du sous-investissement chronique de l'État dans les infrastructures ferroviaires et que sa reprise par la puissance publique était devenue indispensable, notamment pour alléger des frais financiers devenus totalement insoutenables. En 2020, les frais financiers du gestionnaire d'infrastructures ont ainsi été réduits de plus de moitié. La réforme de 2018 a aussi fait évoluer le système de financement du réseau, en renforçant le circuit de financement de SNCF Réseau au moyen des bénéfices générés par SNCF Mobilité, versés au fonds de concours et destinés à subventionner le gestionnaire d'infrastructures. La réforme porte l'ambition de créer un système ferroviaire financièrement autoporteur. Une part significative des bénéfices réalisés par l'activité voyage et plus particulièrement par les dessertes TGV rentables doit participer à financer la rénovation du réseau. Toutefois, cette situation ne va pas sans instaurer une relation ambivalente entre les deux filiales. La santé financière du gestionnaire d'infrastructure étant dépendante des résultats de l'opérateur de transport historique. Au-delà de cette situation ambiguë, l'indépendance véritable du gestionnaire d'infrastructure au sein du groupe ferroviaire unifié interroge. L'ambition d'autofinancement du système ferroviaire s'appuie aussi sur un système d'intégration fiscale qui permet à la société mère SNCF de percevoir l'écart entre le montant de l'impôt sur les sociétés qui lui est versé par ses filiales et l'impôt sur les sociétés dû à l'État. Par ailleurs, l'ART, qui a notamment la mission d'accompagner l'ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire, s'est vu octroyer de nouvelles compétences. Ainsi, l'ordonnance numéro 2018-1135
du 12 décembre 2018 élargit-elle ses missions en matière de régulation des autorisations d'accès au niveau service librement organisé, de transport de voyageurs, de règlement des différends en cas de non-respect des garanties d'indépendance de SNCF Réseau, de défaut de transmission d'informations, de gestion de la circulation et de saisine pour avis sur les contrats de service public. Ces missions renforcées visent à rendre effective l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. Si le nouveau pacte ferroviaire présente des leviers essentiels pour que la SNCF gagne en compétitivité, il risque cependant de ne pas aboutir à la révolution attendue. La situation financière du groupe reste très inquiétante. Trois hypothèses sous-jacentes conditionnaient les résultats de la réforme de 2018 en termes de retour à l'équilibre financier de la SNCF. Elles supposaient premièrement un réseau ferroviaire rénové mais constant, c'est-à-dire sans nouveau développement. Deuxièmement, un fret ferroviaire stable. Et troisièmement, une activité TGV très dynamique, susceptible de porter financièrement le modèle économique de l'ensemble du système. Ces trois hypothèses sont tout au parti remises en cause. Le premier paramètre a été modifié par des décisions gouvernementales qui apparaissent comme des revirements par rapport aux engagements pris en 2017. Outre le caractère sensiblement insuffisant des financements consacrés à la régénération et à la modernisation du réseau en 2021, le gouvernement a annoncé des investissements importants dans de nouvelles LGV. Ces décisions vont à rebours des engagements pris par l'État et de la philosophie de la loi numéro 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, l'OM, qui entendait concentrer les investissements sur la rénovation des infrastructures existantes et les mobilités du quotidien. Ce revirement qui participe à compromettre les équilibres du nouveau pacte ferroviaire ne va pas sans susciter l'interrogation des rapporteurs spéciaux. Autre paramètre qui conditionnait l'équilibre de la réforme de 2018, la stabilité du fret ferroviaire est remise en cause. Cette fois pour une très bonne raison, à savoir l'annonce d'un plan ambitieux de relance de cette activité qui doit permettre de doubler sa part modale d'ici 2030. Cette ambition est plus que vertueuse aux yeux des rapporteurs spéciaux et ne remet pas en moins en cause les hypothèses sur lesquelles la réforme avait été conçue. La troisième hypothèse forte de la réussite de la réforme de 2018, la plus déterminante de toute en raison de la dépendance de l'ensemble du modèle à la rentabilité du TGV, a été profondément bouleversée par la crise sanitaire. Incertaine du fait des conséquences structurelles de la crise sur les mobilités, les perspectives de moyen long terme de l'activité grande vitesse font peser une menace aux équilibres du modèle de financement de la SNCF et du système ferroviaire dans sa globalité. En 2020, exploitation et investissement cumulés, les contributions des régions et des IDFM à SNCF Voyageurs représentent respectivement 49% et 45% du total. Elles se sont accrues de 23% et de 67% depuis 2015. La part de l'État n'atteint plus que 6% contre encore 11% en 2015. L'annexe 3 décrit le détail des subventions d'exploitation et d'investissement versées à SNCF Voyageurs ainsi que leur évolution. Il est à noter également que l'État verse chaque année à la SNCF une compensation du manque à gagner pour SNCF Voyageurs, résultant de la mise en œuvre de tarifs sociaux nationaux. Cette somme s'est élevée à 15 millions d'euros en 2020 et 20 millions d'euros en 2021. En 2020,
D'après le bilan annuel des transports 2020, produit par le ministère de la Transition écologique, les subventions d'investissement versées à SNCF Réseau se seraient établies à environ 2 milliards d'euros, en progression de 60% depuis 2015. Les contributions assumées par les collectivités locales ont notamment augmenté de 80% pour atteindre 2 milliards d'euros en 2020. En 2020, les subventions versées par l'État seraient légèrement inférieures à 800 millions d'euros. Les subventions de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France en faveur du secteur ferroviaire sont présentées en annexe 4. L'État verse à SNCF Réseau des redevances d'accès à l'infrastructure au titre des services de train d'équilibre du territoire, TET. Les anciens intercités dont il est l'autorité organisatrice, mais aussi au titre de l'activité TER, ces redevances ont vocation à couvrir les coûts fixes du gestionnaire d'infrastructure. Par ailleurs, les activités de transport de marchandises par train ne pouvant atteindre le seuil de rentabilité en s'acquittant de péages qui couvriraient ne serait-ce que le coût directement imputable à leur usage des infrastructures, c'est-à-dire le coût marginal de leur circulation sur le réseau. L'État verse une contribution aux gestionnaires d'infrastructures afin de compenser l'écart entre les redevances versées par les opérateurs et le coût directement imputable aux circulations de fret ferroviaire. Entre 2015 et 2022, le montant global de ces redevances devrait avoir progressé d'environ 18% pour franchir les 2,6 milliards d'euros. Cette augmentation s'explique par le renforcement récent de la prise en charge des redevances de l'activité de fret ferroviaire en lien avec les conséquences de la crise sanitaire et les objectifs de relance du secteur, mais également par la hausse des redevances d'accès au titre des TER. Comme ils le décrivent en détail, les rapporteurs spéciaux considèrent que les contributions que SNCF Réseau perçoit de l'État sont très insuffisantes. Pour assurer la régénération et la modernisation du réseau, par ailleurs, leur faiblesse conduit à faire reposer les investissements dans le réseau sur des péages exagérément élevés qui entravent le développement du mode ferroviaire ainsi que son ouverture à la concurrence. Aussi considère-t-il que c'est l'ensemble du modèle économique de SNCF Réseau et des infrastructures ferroviaires françaises qui doit être absolument revisité en profondeur. Le budget général de l'État verse chaque année une subvention d'équilibre destinée au régime spécial d'assurance retraite de la SNCF. Cette subvention d'équilibre a vocation à compenser d'une part le déséquilibre démographique de ce régime spécial qui compte un cotisant pour près de 2 retraités, et d'autre part à financer le coût de certains droits spécifiques permettant notamment des départs en retraite anticipée. Il est à noter que l'extinction du statut de cheminot au 1er janvier 2020 a pour conséquence d'accroître le déséquilibre démographique du régime dont le nombre de cotisants va progressivement se réduire. Comme indiqué supra la loi 2014-872, 4 août 2014, portant réforme ferroviaire, a instauré un nouveau dispositif de financement du gestionnaire d'infrastructures destiné à contribuer au financement de la régénération du réseau. Il s'agissait à l'époque d'affecter une partie des résultats de SNCF Mobilité au profit du redressement du gestionnaire d'infrastructures. Renforcé par le nouveau pacte ferroviaire de 2018, le mécanisme prévoit que 60% du bénéfice récurrent dégagé par SNCF Voyageurs soit versé à un fonds de concours qui alimente le programme 203 Infrastructures et services de transport de la mission écologie, développement et mobilité durable du budget général de l'État. Ce fonds de concours est affecté à SNCF Réseau. En 2021,
Du fait de la crise, la SNCF s'est trouvée dans l'impossibilité d'abonder le fonds de concours en 2022 et en 2023. SNCF Réseau ne devrait percevoir que 170 millions d'euros à ce titre en raison des conséquences de la crise sur le résultat de SNCF Voyageurs. Outre le fait que ce mécanisme donne lieu à des relations financières particulièrement ambivalentes entre l'opérateur de transport et le gestionnaire d'infrastructure, il n'apparaît plus raisonnable aux rapporteurs spéciaux de rendre le si essentiel programme de régénération du réseau totalement dépendant des fluctuations de la vitalité et de la rentabilité économique de l'activité TGV de la SNCF. D'autant plus que celles-ci seront affectées tant par les conséquences structurelles de la crise sanitaire sur la mobilité que par l'ouverture à la concurrence des transports ferroviaires domestiques de voyageurs. La rentabilité de la grande vitesse ne sera plus aussi mirobolante qu'elle a pu l'être dans le passé. Et il est à noter qu'aujourd'hui déjà, seule une ligne de TGV sur deux est rentable. La SNCF perçoit des concours européens, notamment dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Elle a ainsi perçu 440 millions sur la période 2014-2020 dans le cadre de 31 conventions. La France et la SNCF doivent s'engager de manière volontariste pour mobiliser avec le plus d'efficacité possible les financements prévus dans le cadre de la deuxième période du MIE. Le MIE2 qui prévoit d'ores et déjà d'amplifier les efforts dans le domaine ferroviaire. Le programme de financement du MIE2 dédié au transport est doté de 26 milliards d'euros et sera majoritairement orienté vers le ferroviaire, notamment dans le cadre du Green Deal. Les rapporteurs spéciaux rappellent que le mécanisme repose sur des appels à propositions concurrentiels pilotés par la Commission européenne et que les financements obtenus par les États membres et les opérateurs sont directement dépendants de la qualité des propositions qu'ils soumettent à l'exécutif européen. Ainsi aussi est-il impératif que l'État et la SNCF consacrent tous les efforts nécessaires pour optimiser l'obtention de cofinancements européens au profit des investissements réalisés sur les infrastructures ferroviaires françaises. En septembre 2020, le gouvernement a annoncé un plan de relance de 5 milliards d'euros en faveur du secteur ferroviaire. Ce plan de relance est composé de deux parts, une recapitalisation du groupe SNCF pour 4 milliards d'euros et de 650 millions d'euros de crédits budgétaires pour des investissements dans le réseau et le matériel roulant nécessaire à la relance des services de train de nuit. La recapitalisation de 4 milliards d'euros dont le mécanisme est explicite est en effet destiné à SNCF Réseau après avoir transité par le fonds de concours du programme 203 Infrastructures et services de transport. Certes indispensable, mais bien loin d'être une mesure de relance du ferroviaire, ce concours exceptionnel a premièrement pour vocation de sauver un programme de régénération du réseau qui était en péril imminent. Du fait de l'effondrement des ressources de SNCF Réseau, aussi, 2,3 milliards des 4 milliards d'euros ont vocation à compenser la diminution des recettes de péage et de l'affectation des bénéfices de SNCF Voyageurs causée par les répercussions du premier confinement. C'est ainsi 43% des opérations de régénération du réseau prévues en 2021 et 2022 qui seront financées par cette manne. Les conséquences de la crise postérieure au premier confinement n'ont en revanche pas été intégrées dans ce plan qui n'a toujours pas fait l'objet d'une réévaluation à ce jour. Deuxièmement, ce concours de 4 milliards d'euros a aussi pour fonction d'apporter enfin des fonds pour mettre en œuvre des décisions imposées
à la SNCF par le gouvernement, mais pour lesquels il n'avait prévu aucun financement. Il s'agit notamment de l'interdiction d'usage du glyphosate sur et aux abords des voies, et de la rénovation des ouvrages d'art et des ouvrages de terre pour 1,5 milliard d'euros, ou encore de la décision d'intégrer 14 petites lignes au réseau structurant dont la régénération est autofinancée par SNCF Réseau. Ces 4 milliards d'euros doivent être versés à SNCF Réseau de façon échelonnée sous forme de subventions d'investissement. Le premier versement pour 1645 millions d'euros a été réalisé en février 2021. Le deuxième, pour 1761 millions d'euros, doit être effectué en 2022. Aussi, en 2022, 84% de la somme totale devrait avoir été affectée aux gestionnaires d'infrastructures. Le dernier versement, pour 644 millions d'euros, est programmé en 2023. Au-delà du soutien exceptionnel de 4 milliards d'euros à SNCF Réseau, le plan du gouvernement prévoit aussi 650 millions d'euros pour soutenir plusieurs actions. 100 millions d'euros pour le matériel roulant des trains de nuit, 250 millions d'euros en faveur des infrastructures de fret ferroviaire et 300 millions d'euros d'investissement dans les lignes de desserte fine du territoire. Ce plan d'aide accordé au groupe ferroviaire intégré SNCF n'est pas dénué de contreparties, notamment en matière environnementale. Ainsi, la SNCF s'est-elle engagée à réduire de 30% les émissions de CO2 de ses activités ferroviaires d'ici 2030 par rapport au niveau de l'année 2015. Elle a aussi pris l'engagement de réduire de 50% les émissions de ses activités immobilières d'ici 2030. Vive la France!